Quand j'étais gamin, j'étais un gamin timide. Quand je dis timide, c'est plus que timide. C'est-à-dire que j'étais paralysé au regard des autres, vraiment. J'avais un manque de confiance en moi énorme, j'avais honte de moi en fait. J'avais honte de moi, j'avais honte de mon corps parce que j'étais maigre, je faisais pas de sport forcément. En fait, ma mère m'avait inscrit au karaté. J'ai fait du karaté, mais vu que l'idée venait pas de moi, et je faisais du karaté, mais sans faire du karaté en fait. J'étais là, je faisais des mouvements dans le vide, mais aucune intensité, rien du tout. Du coup, ça m'a aidé pour la souplesse, mais c'était pas vraiment. Je me sentais pas fort avec le karaté, quoi. Alors que si je me serais donné à fond, j'ai des potes qui ont persévéré jusqu'à maintenant, et c'est des tueurs. Et moi, j'étais pas du tout dans ce délire-là. Donc je faisais du karaté parce qu'il fallait que j'y aille, j'avais pas le choix, c'était un impératif. Et j'avais toujours cette image de moi, de manque de confiance en moi, j'arrivais pas à m'exprimer et je parlais pas. En fait, j'étais un gars dans un coin. Tu me mettais dans une pièce avec 2-3 personnes, j'étais éteint. J'étais invisible en fait. Invisible, personne me percevait. Quand j'essayais de parler, ma voix ne portait pas. Du coup, on ne m'entendait pas. Des fois, il y avait un blanc, je parlais à quelqu'un qui était pas très loin. Puis, en fait, il m'entendait pas. Il y avait des personnes autour qui voyaient que j'avais parlé. Et la personne ne m'entendait pas. Puis après, elle lance une conversation comme si j'existais pas. Et du coup, ça fait que peut-être tu te renfermes encore plus sur toi-même, t'as pas confiance, t'as du mal à trouver tes marques. Et j'avais aussi d'autres problèmes, mis à part la confiance en soi. J'étais un cancre à l'école. Vraiment. Un putain de cancre, mon gars. J'ai redoublé 2 fois d'ailleurs, j'ai pas mon bac ni rien, et je suis très content de pas l'avoir maintenant, mais à l'époque c'était pas le cas. Jamais été attiré par l'école, jamais compris un petit peu où ils voulaient en venir, à quoi ça me servirait de jouer de la flûte, tout ça, enfin, pour moi c'était aucun intérêt quoi, absolument aucun. À la place de ça, je m'enfermais dans les jeux vidéo. J'étais un putain de geek. En fait, je m'échappais de la réalité. J'avais une technique de fuite du problème. Je m'attaquais pas au problème, en fait, je fuyais, je l'ignorais, comme s'il se passait rien. Je vivais dans mon cocon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ça, c'était pour ma personnalité. Quand j'étais gamin, j'avais beaucoup de problèmes à la maison aussi. D'accord. Voilà. J'avais une famille qui m'aimait beaucoup, qui m'aime toujours beaucoup d'ailleurs. Mais c'est une famille déchirée, en fait. Une famille vraiment déchirée, dans le sens où j'ai toujours eu de l'amour de la part de mon père, ma mère, tout ça, mais il y avait une ambiance de merde à la maison, où mes parents Mon père avait un peu ce même système que moi j'avais à l'époque, de fuite du problème. C'est-à-dire qu'il y avait des conflits à la maison, mais au lieu de rentrer et les résoudre, il fuyait le problème et il rentrait pas le soir, il rentrait très tard le soir, pour ne pas être confronté à ma mère qui était au foyer. Du coup, ma mère, ça l'énervait, c'était un cercle vicieux. Moins il rentrait, plus ça l'énervait, plus elle s'énervait, plus moins il rentrait. Et c'était un peu ça. Du coup, moi, quand t'es gamin, je sais pas quel âge j'avais, mais toute mon enfance, en fait, je crois qu'ils se sont séparés, peut-être j'avais 13 ans, je sais plus. Peut-être 13 ans, ouais. Et du coup, toute mon enfance, en fait, moi, je voulais pas qu'ils divorcent. Mais c'était la meilleure chose à faire. Mais quand t'es enfant, tu vois pas les choses comme ça, forcément. Et tu te dis, c'est mieux qu'ils restent ensemble, même s'ils sont tous les deux malheureux. Tu penses, parce que tu sais pas ce qui va t'arriver, c'est l'inconnu, le divorce. Donc, t'as cette appréhension-là. Et ça crée d'autres problèmes dans le sens où moi, j'étais obligé de me coucher tôt, forcément, quand t'es enfant, et à 23h, t'entends gueuler dans la maison et tout, tu te réveilles en pleurs parce que t'as tes parents qui sont en train de se déchirer, tu comprends pas. Tu dis arrêtez de vous disputer et tout, t'arrives tout timide et tout, et puis du coup ils arrêtent, mais ils arrêtent pas parce qu'ils ont envie d'arrêter, ils arrêtent juste parce qu'ils ont pas envie de donner une mauvaise image, entre guillemets. Et donc ça a créé beaucoup de problèmes, et ça c'était entre guillemets le moins grave des problèmes, puisque ma mère a eu des soucis aussi de son côté, s'est fait renverser par une voiture. Donc ça, je sais pas si j'étais né ou pas, ou j'étais enfant, ou peut-être un an, je sais plus, je m'en rappelle plus. C'est ce qu'elle m'a raconté en tout cas, c'est pour ça que je n'ai pas de souvenir. Mais ils allaient l'amputer de sa jambe, parce qu'elle était sur un passage piéton, elle s'est fait passer dessus, et elle allait perdre sa jambe, et elle a été sauvée un peu par miracle,
parce que c'était un rendez-vous où ils allaient discuter de l'amputation. Et dans la salle d'attente, il y avait un numéro d'un guérisseur posté sur un magazine qu'elle a ouvert par hasard. Et le guérisseur lui a sauvé sa jambe. Donc avec des techniques un peu tirées par les cheveux pour certains, mais du magnétisme ou tout ça, enfin bref. Et du coup, elle n'a pas eu besoin de se faire opérer, mais elle a eu beaucoup de séquelles de cet accident, des séquelles qu'elle a encore aujourd'hui. Donc, trentaine d'années plus tard. Okay. Et ça l'a beaucoup atteint, donc ça, avec comment ça s'appelle, les problèmes du couple, tout ça. Et ça a créé la pire des situations pour elle, c'est-à-dire la dépression. Parce que suite à la dépression, s'en est suivi des maladies comme des cancers, elle a eu beaucoup de cancers, beaucoup d'autres maladies, fibromyalgie, enfin plein d'autres trucs. Je vais pas tout déballer ici. Mais le pire de toutes ces maladies, ça n'a même pas été forcément le cancer ou quoi, ça a été la dépression, parce que s'en est suivi beaucoup de tentatives de suicide. Et quand t'es enfant et que ta mère fait des tentatives de suicide, bah tu sais pas comment réagir en fait, parce que t'as pas les compétences, t'as pas le recul, et je peux te donner 2-3 exemples d'ailleurs, parce qu'il y en a eu beaucoup, donc je vais pas toutes les donner, mais par exemple, il y avait... ouais, ça c'était peut-être un peu plus tard, peut-être vers, je sais plus, 13-14 ans, quelque chose comme ça. Je rentrais du collège, et puis... bah tu vois, personne chez toi. J'habitais à côté du collège, donc je rentrais à pied. Personne chez toi, donc je vais dans ma chambre. Et tu vois une lettre en fait sur le bureau. Tu sais, c'est une lettre, tu l'ouvres. En fait, c'est une lettre d'adieu qui te dit, bah voilà, Johan, Clément c'est mon frère. Il dit, t'as 2 pages entières qui t'expliquent que la vie d'adulte c'est compliqué, mais que tu comprends pas forcément grand chose. Enfin, tu le sais parce que tu connais un petit peu le problème que traversent tes parents. Et ça se termine par ces formules de politesse, on se reverra là-haut, vous me manquez, je vous aime, etc. Tu vois. Et quand c'est comme ça, quand t'es gamin, bah en fait, là, tu fais pas la différence entre la lettre et la réalité. Tu te dis pas peut-être qu'elle est vivante, tu te dis elle est morte en fait. T'es tout seul chez toi, tu te dis bon bah, ma mère est morte. Et cette situation où ma mère est morte, je l'ai vécue beaucoup de fois, en pensant vraiment que c'était la dernière fois que je voyais ma mère. Okay. Donc, ça a été assez compliqué. Genre, tu sors dehors et puis tu sais pas quoi faire, et du coup, t'es tout seul. Tu dis, mais tu pars pour chercher ta mère, mais tu dis, mais je vais la chercher où ? Je sais pas où elle va, je sais pas où elle est partie, j'ai pas de voiture, je sais pas qui appeler. Je vais où en fait ? Dans quelle direction ? Dans mon enfance, j'ai eu des moments assez délicats où on t'explique que bah, tu vas peut-être potentiellement plus revoir ta mère. Mais t'es trop jeune pour le comprendre. Mais tu comprends que il se passe des trucs un peu pas trop clean quoi. Et du coup bah j'appelais, moi ce que je faisais c'est que j'appelais mon père, des fois il répondait pas. Après j'appelais la meilleure amie de ma mère. La meilleure amie de ma mère, c'est une femme qui s'appelle Sylvie. Elle s'est connue parce que mon meilleur ami de quand j'étais enfant, qui est toujours un de mes meilleurs amis, même si je le à distance on va dire. On se côtoyait souvent et du coup bah vu que ma mère venait me chercher puis que j'étais avec lui et qu'il était avec sa mère, bah du coup elles sont devenues amies aussi. Et elle s'appelle Sylvie et moi j'appelais Sylvie, je fais Sylvie, faut que tu m'aides, ma mère elle est peut-être morte et tout, je sais pas où elle est. Est-ce que tu sais où je peux la chercher, tu vois? Et t'es comme ça, t'es gamin, t'essaies de trouver des trucs en fait. Et c'est un peu chaud, par exemple, j'ai peut-être un autre exemple, après je vais pas trop m'étaler, mais il y avait les moments où, comme ça où tu sais pas où ta mère se trouve, donc du coup tu entames des recherches, tu essaies d'appeler des gens qui fouillent le village, enfin bon, bref. Et il y a d'autres moments où tu vois ta mère dans cet état-là. Tu rentres chez toi, tu vois ta mère est sous emprise de médicaments, elle a fait des mélanges foireux entre médicaments et alcool, elle a plus du tout conscience des propos qu'elle tient. Juste, elle a conscience d'une chose, c'est qu'elle veut mettre fin à ses jours. C'est le seul truc. Et toi, t'es gamin, t'arrives et tu vois ta mère comme ça. Tu sais qu'il y a un problème, mais tu sais pas qu'elle est même pas consciente de ce qu'elle dit, parce que elle peut te dire n'importe quoi, elle s'en rappellera pas le lendemain. Elle est droguée, en fait. Et
Et quand c'est comme ça, t'as pas le pouvoir. T'as pas le pouvoir dans le sens où tu te dis, bon bah, je vais l'aider, mais je fais quoi? Comment je la dédrogue en fait? Ouais. Comment je la sauve si peut-être ce qu'elle a avalé, ça va suffire et dans 1 heure elle est plus là? Parce que je sais pas ce qu'elle a avalé, je vois juste des boîtes de médicaments ouvertes, vides, des bouteilles d'alcool entamées, enfin, des trucs un peu glauques, tu vois. Surtout quand t'es gamin. Et du coup, bah, face à ça, moi j'avais une réaction. Bah, déjà tu pleures un peu, tu sais pas quoi faire et tout, et moi j'appelais les pompiers quand c'est comme ça. Sauf que ma mère, avec ses antécédents médicaux et déjà ses précédentes tentatives de suicide, bah pompier ça veut dire hôpital ça veut dire oula, faut pas y aller. Donc t'es là, tu te dis que tu vas appeler les pompiers pour la sauver, et elle est même pas consciente de ce qu'elle dit, mais elle te dit t'as pas intérêt à appeler les pompiers. Elle dit t'as pas du tout intérêt à appeler les pompiers parce que si jamais t'appelles les pompiers, plus jamais de ma vie je te parle. Plus jamais de ma vie je te parle, et je me suiciderai de toute façon, que tu le veuilles ou non, après. Donc toi t'es devant ta mère, qui est dans un état second. C'est pas combien de temps il lui reste, et t'as 2 possibilités. Soit t'appelles les pompiers, tu sauves ta mère pendant un certain temps jusqu'à ce que elle retente ça plus tard, en prenant le risque que potentiellement elle va plus jamais t'adresser la parole, et soit t'appelles pas et tu vois ce qui se passe. Donc là t'es comme un gamin devant une fiche d'impôt, tu vois, qui comprend rien à la vie, qui doit remplir un truc, t'es là, putain, je fais quoi dans cette situation? Dans tous les cas, y a pas de bonne solution. Ouais. C'est devant 2 solutions de merde. C'est soit tu l'appelles et potentiellement elle te parle plus jamais de sa vie et elle meurt plus tard, en te faisant la tête en gros, soit potentiellement elle meurt sous tes yeux. Et moi j'ai fait bah écoute, je suis désolé maman, mais je vais passer ce coup de téléphone. Et peut-être que tu me le pardonneras pas, mais je vais le passer. Et tu passes le coup de téléphone, et elle prend son cœur très au sérieux, son rôle très à cœur. Et à partir du moment où tu passes le coup de téléphone, bah elle t'adresse plus la parole. Elle te regarde plus, tu lui parles, tu lui dis comment ça va et tout, comment tu te sens. Elle tourne le regard, les pompiers arrivent, madame et tout, qu'est-ce que vous avez pris? Répond plus aucune parole jusqu'à ce que tu vois les pompiers l'embarquer dans l'ambulance. Et tu pars avec cette image de ta mère qui monte dans l'ambulance en fauteuil roulant, ou je sais plus comment je me rappelle plus. Mais t'as cette image de elle qui part, et toi t'es là, bon bah ok, peut-être c'est la dernière fois que je l'ai vue, et j'ai même pas pu vraiment lui dire au revoir parce que je voulais plus me parler quoi. Et ouais, tu grandis dans des délires un petit peu, et je sais pas si c'est la cause du fait que j'étais un cancre à l'école. Je pense pas parce que je pense que j'aurais été nul quand même, mais ça a joué dans le sens où moi je m'en foutais, du coup l'école c'était pas mon problème quoi. Ouais, il y avait bien pire à la maison. Ouais, il y avait bien pire, et puis ouais, t'es dans d'autres délires en fait. Et puis j'arrivais pas à comprendre le délire des autres enfants de mon âge. Ok. Peut-être que j'avais grandi avant l'âge.